On va parler donc du déploiement de l'intelligence artificielle en France. Et je vais commencer peut-être avec vous, Patrick Martin, puisque je sais que le MEDEF a mené un tour de France de l'intelligence artificielle qui a duré, je crois, 3 mois, des milliers d'entreprises et d'intervenants concernés. Qu'est-ce que vous en avez tiré au MEDEF sur le niveau de maturité du pays et de ses entreprises sur l'intelligence artificielle ? Alors, je vais aller du général au particulier, c'est normalement dans ce sens que l'on va. Pour vous dire d'abord que moi je considère de notre responsabilité d'éclairer le débat public sur les grands enjeux. Alors il y a bien sûr le digital et l'intelligence artificielle, il y a la démographie qui est insuffisamment prise en compte dans nos réflexions collectives, il y a bien sûr le climat et l'environnement. Dans cette affaire, il y a une singularité française qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est une forme d'appréhension à l'égard du progrès. Et quand on voit que sur l'intelligence artificielle et notamment ses conséquences sociales, il y a des chiffres très contradictoires qui circulent. Combien de centaines de millions d'emplois à l'échelle mondiale ça va créer? Combien de centaines de millions d'emplois ça va supprimer? On va dire, moi je n'en sais rien. Ma seule conviction, c'est qu'il y aura des effets de bord en termes de qualification, donc plutôt qualitatifs que quantitatifs, énormes. Et donc, à sa place, le MEDEF, auprès de ses 240 000 entreprises adhérentes, se doit d'apporter un éclairage, qui ne soit pas un éclairage militant, mais quand même un éclairage positif pour, y compris dans l'esprit des chefs d'entreprise, dissiper cette espèce d'appréhension, cette espèce de crainte. On a tous en tête qu'au sein de l'Union européenne, la France est le pays dont la population est la plus inquiète au regard de l'intelligence artificielle. Or, ma conviction, et c'est autant ma conviction de chef d'entreprise, de praticien, que ma conviction de président du MEDEF, c'est d'abord qu'on ne peut pas laisser passer le train, que ça va être très discriminant, l'intelligence artificielle, et que quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, ceux qui ne s'empareront pas de l'intelligence artificielle, pour des raisons diverses et variées, de moyens, de sensibilité, de conviction, peu importe, ceux qui ne s'en empareront pas resteront très vite sur le bord de la route, et qu'à contrario, ceux qui s'en emparent en seront bénéficiaires et n'ont pas d'autre choix en définitive que de s'en emparer. Voilà, donc par exemple, j'ai proposé aux syndicats qu'on ait une réflexion commune là-dessus, parce qu'à nouveau, il y a des enjeux considérables en termes d'emploi, en termes de qualification, en termes de formation, en termes d'orientation, en termes de territoire. Et puis, auprès de nos adhérents, en direct, cette fois, effectivement, on a lancé un tour de France de l'intelligence artificielle qu'on a commencé à La Réunion, qui d'ailleurs, en matière de digital, est un territoire très, très dynamique. 20 étapes, 3000, 3500 chefs d'entreprise, et on a atteint notre but, c'est pas assez 3500, mais quand même, c'est-à-dire qu'on a fait venir des tailles d'entreprise, on a fait venir des secteurs d'activité, si je peux m'exprimer ainsi, qui ne sont pas spontanément sensibles à ce sujet-là. On a souvent un entre-soi, enfin, évidemment que les acteurs du digital, auto-convaincus d'ailleurs, et y trouvant intérêt, sont très mobilisés par ce sujet-là. Non, il faut qu'on aille chercher dans la distribution, dans les PME, dans l'agroalimentaire, peu importe où, toutes les entreprises pour leur dire, vous aussi, à un degré ou à un autre, ça vous concerne, n'attendez pas, emparez-vous du sujet, au moins en termes de réflexion et le plus vite possible en termes de décision, pour que demain, vous vous donniez des opportunités, vous donniez des perspectives, que ce soit en termes de productivité, en termes de qualité de travail, très important, d'intérêt du travail, et puis également sur le plan de la supply chain, des RH, enfin toutes sortes de sujets où l'IA, je pense, nous fera beaucoup progresser. Merci beaucoup. Olivier, je vais me tourner vers toi. Accenture, évidemment, travaille dans le monde entier. Moi, je suis dans les auto-convaincus. Oui. Travaille dans le monde entier sur ce sujet de l'IA et de son déploiement. Quelle est ton appréciation et votre appréciation dans le groupe sur l'état de maturité de la France, du pays par rapport à d'autres ? Alors, moi, il y a un côté positif, il y a un côté sur lequel il faut travailler. La France a des atouts formidables. Patrick, vous en avez listé quelques-uns, je le referai pas. Et puis, il y a des faiblesses structurelles sur lesquelles on travaille tous. Dans les atouts formidables, on a cité l'énergie décarbonée, vous avez cité la solidité de la finance, vous avez parlé de l'éducation, les ingénieurs, etc. Moi, je voudrais souligner 2 autres atouts qu'on connaît un peu moins parce qu'on a souvent l'esprit critique en France. Moi, je pense que les Français, on a un bon niveau de maturité dans l'usage du numérique. Et on ne le sait pas assez.
Et pourtant, c'est un des facteurs de différenciation dans quelques thèmes. Par exemple, il y a 24 millions de Français qui ont ouvert un dossier dans l'espace numérique de santé. On est le pays le plus avancé en Europe. Il y a 1 million de Français qui se connectent chaque semaine sur cet espace numérique de santé pour faire quelque chose, quelques transactions sur son espace numérique de santé. Il y a 40 millions de Français qui utilisent France Connect. Il y a déjà 3 millions de Français qui ont une identité digitale. C'est quelque chose de plus récent. C'est plutôt mieux que les autres pays européens. Le e-commerce en France, par exemple, en poids dans le commerce, est aussi le plus développé en Europe. Donc je dirais, ça c'est un bon point de départ de dire qu'il y a une culture, alors j'ai pris des exemples qui relèvent du citoyen et un peu du consommateur, mais on pourrait aller dans d'autres domaines, qui montrent une forme de maturité des Français. Je trouve que c'est un point intéressant. Le deuxième sujet sur les atouts de la France, et au risque de surprendre, je citerai la souveraineté. Le débat sur la souveraineté. La souveraineté est trop souvent perçue comme une obligation, comme l'ingrédient essentiel de l'autonomie stratégique. Mais en fait, nous, on pense que c'est une différenciation, parce qu'on pense que si l'économie a besoin de confiance, une économie digitale a besoin de confiance digitale. Tout ce qui relève des cadres, RGPD, l'EI Act, ou des cadres souverains, contribue à renforcer la confiance dans une économie digitale, et ça me paraît essentiel, et ça me paraît donc un élément de différenciation, pas simplement une contrainte. Après, on a des faiblesses, on continue à avoir des faiblesses. Une faiblesse structurelle qui est la fragmentation de l'Europe. L'industrie de la tech, elle a besoin d'échelle. Les grands acteurs de la tech sont des gens qui ont des surfaces d'affaires très importantes. Mais ce n'est pas le seul secteur, hein. Il n'y a qu'un seul Airbus, par exemple, en Europe. Hein. Donc de la même manière, le terrain doit se déplacer de la France vers l'Europe sur ce sujet-là. Les annonces, il y a 3 semaines au sommet franco-allemand digital de la relation à créer du partenariat entre SAP et Mistral, par exemple, sont un très bon exemple de ce qu'on pourrait faire demain sur des champions digitaux européens. Parce que les champions nationaux ne suffiront pas à traiter, parce que la tech, encore une fois, sa nature fait qu'elle a besoin d'un certain volume, d'un certain chiffre d'affaires. Le deuxième point, je trouve qu'il y a encore un décalage entre le regard des autres plaques, la Chine et les US évidemment. Leur regard sur la tech est différent du regard européen. On y vient, les choses changent, mais on n'est pas tout à fait avec la même acuité. La tech, c'est un secteur en soi, qui a ses difficultés, son poids dans l'économie, je dois recruter, ma compétitivité, etc. Mais c'est un secteur qui est au service des autres secteurs. Et c'est ça que ces 2 autres plaques, pour l'instant, je trouve, voient avec un peu plus d'acuité que la nôtre. C'est parce que c'est ce qui a changé ces dernières années. Ce n'est pas le seul secteur au service des autres secteurs. La banque, l'énergie sont aussi des secteurs au service d'autres secteurs. Toute l'économie est imbriquée. Mais depuis 10 ans, la tech a pris un poids dans l'innovation et dans la productivité, qui fait que c'est le principal moteur de l'économie à venir dans les années. Aujourd'hui, la tech, c'est un point de la croissance américaine. Ce point de croissance américaine, c'est beaucoup plus de points de future croissance américaine. Quand on investit dans la tech, on investit 2 fois. On investit dans le secteur de la tech et on investit pour la différenciation de son économie. Merci beaucoup. Il y a quand même un sujet sur ces niveaux de maturité. L'entreprise, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus, et notamment le cœur de l'économie française. Ici, on est les grands groupes, mais les PME, les ETI, comment les aider à passer les vitesses et à accélérer? Je vais peut-être commencer par vous, Patrick Martin, sur ce sujet important. Je le redis, commencer par démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que beaucoup s'en font un monde. Alors c'est vrai qu'il y a des technologies, il y a des applications incroyablement sophistiquées, mais qui pour la plupart d'entre elles n'intéressent pas, ne concernent pas l'essentiel en tout cas de nos PME, PMI. Donc bien leur mettre dans la tête que ça n'est pas l'apanage ou l'exclusivité des doctorants, des bacs plus 25, j'en passe les meilleurs, et des seuls géants du digital. Parce qu'en définitive, c'est un peu comme M. Jourdain et la prose. En réalité, il y a déjà beaucoup, la quasi-totalité, ce que vous disiez, pardon, de nos entreprises qui, sans trop le savoir, utilisent l'intelligence artificielle. Donc déjà, le seul fait de leur dire, mais ne vous en faites pas un monde, puisque dès à présent, vous l'utilisez. Et puis ensuite, je l'évoquais tout à l'heure, on a un énorme enjeu de RH, d'une manière générale. D'abord, on a un vrai problème en France de production, j'espère que l'expression ne vous choque pas, de production dans les formations scientifiques et techniques. Et singulièrement, s'agissant des jeunes filles et des femmes. Ouais. On vient de lancer un site de mentorat qui s'appelle Code F,
pour mettre en relation des femmes qui excellent et de toute façon qui exercent dans ces professions scientifiques et techniques pour essayer pour casser des codes, pour casser des stéréotypes qui font qu'à ce jour, on n'a que 20% de femmes dans nos écoles d'ingénieurs et dans le monde du digital, si je me trompe pas, c'est à peu près la même proportion de femmes. C'est choquant. Enfin, c'est d'abord une perte d'opportunité pour les femmes elles-mêmes, hein, et puis ça l'est pour l'économie, pour le pays. Et puis ensuite, plus généralement, que non seulement on démystifie, mais qu'on acculture l'ensemble des salariés qui sont, pour beaucoup d'entre eux, il faut le reconnaître parfois à juste titre, très inquiets de ce que l'intelligence artificielle pourrait provoquer pour leur propre emploi. Et on sait qu'il y aura des destructions d'emplois liées à l'intelligence artificielle. Raison de plus, pour le plus en amont possible, anticiper, prévenir ce phénomène pour que, en termes d'orientation, en termes de formation, en termes de reconversion, on soit à la fois à l'échelle, ça n'est pas le cas aujourd'hui, et au bon rythme. Donc voilà, il y a toute une palette de solutions très opérationnelles en définitive à mettre en œuvre pour que on capitalise sur les atouts bien réels que l'on a, on partage cette conviction et on dissipe à la fois les préventions et plus objectivement les freins qui existent en matière de RH, en matière d'investissement. Je finis là-dessus. Nous, on est au MEDEF, hein, on est très alignés, d'autant plus qu'on y a été contributeur sur le rapport Draghi, dont sa dimension innovation, de la même manière qu'on est très alignés, d'autant qu'on a travaillé avec lui dans le cadre de notre front économique, avec singulièrement Philippe Aghion, mais ça peut être vrai d'autres académiques de très haut niveau comme lui, pour dire que si... alors il y a deux lectures, hein, soit on ne se saisit pas de ces sujets-là, et donc on continuera à décroître, soit au contraire, en capitalisant sur ces atouts, on en fait le moteur de notre croissance. Et c'est un objectif, je pense, si on le sublime, c'est un objectif assez exaltant pour le pays lui-même. Merci beaucoup. Et vous avez raison de souligner l'importance des compétences et de la formation. On y reviendra tout à l'heure comme facteur d'accélération. Olivier, je reviens peut-être à toi sur la question d'accélération pour les PME, avec une question. Il y avait un article, je crois, dans les Échos aujourd'hui sur est-ce qu'il y a un retour sur investissement dans les masses significatives de CAPEX qui se font sur l'IA en ce moment. Évidemment, s'il est tangible, l'accélération est plus facile. Alors moi, j'ai pas de doute, les dirigeants n'ont pas de doute, les conseils d'administration n'ont pas de doute. Moi, je vois un élan massif sur le fait de dire ça va rapporter quelque chose assez rapidement. Donc, je trouve qu'il n'y a pas tellement de doute sur ça. Et c'est sur deux plans. Il y a la productivité, parce que quand on pense en technologie, on pense immédiatement productivité, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi et surtout l'innovation. Et il ne faut jamais perdre de vue les deux. On a de temps en temps un biais vers la productivité uniquement, alors qu'en fait, la tech et l'IA permet d'innover grandement. Les gains de productivité que vous pouvez faire aujourd'hui, qui sont dans les contrats, donc c'est pas des avis même dans les très bons journaux, c'est 50% en 3 ans sur des fonctions régaliennes, sur un certain nombre de fonctions de l'entreprise. 50% en 3 ans, c'est très considérable. Donc le marché du travail, vous l'avez dit Patrick, va être quand même singulièrement bouleversé par ça. Donc cette productivité-là, elle fait pas débat et tout le monde a envie d'y aller. Les freins, je dirais un des plus grands freins, c'est ce que je résume sous le mot la dette technique des entreprises. C'est l'équivalent de l'appareil industriel, mais du côté informatique. Imaginez une entreprise, elle a 400, 500, 1000, 2000, 3000 applications, du hardware, des logiciels, tout un tas de choses. Tout n'est pas à jour. Il y a des questions d'obsolescence. C'est ce qui coûte très cher en maintenance à l'entreprise. Ce calcul-là, ce chiffre-là n'existe pas. C'est ce que j'appelle la dette technique. J'ai discuté quelquefois avec des comptables pour voir si on pouvait en faire un objet, parce que ce serait quand même très simple de dire une entreprise à un instant T, elle a une dette technique de temps. En fait, elle est cachée, la dette technique, dans les CAPEX que doivent mettre les entreprises dans les 4 à 5 années devant elles pour mettre à jour leur équipement, l'ensemble de leur équipement informatique. Le monde de l'industrie est beaucoup plus familier avec ça. Ils comprennent qu'on doit investir dans un actif industriel. Mais c'est exactement la même chose, simplement il y a un peu moins de maturité sur ce sujet-là. C'est essentiel d'être à jour et d'avoir le moins possible de dette technique à un moment donné où il y a une rupture technologique comme celle de l'IA aujourd'hui, parce que sinon c'est un frein dont on peut ne pas se remettre.
Donc le premier frein, c'est pas l'envie d'innover, parce que la plus grande limite à l'envie d'innover, c'est notre imagination, et les Français en ont, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est notre capacité à investir pour être prêt à la dette technique. Le deuxième sujet, Patrick l'a évoqué aussi, c'est les talents, la gestion des compétences, traiter l'anxiété qu'il y a dans l'entreprise, parce que l'IA génère de l'anxiété, vous l'avez dit. Comment est-ce qu'on fait? Vous avez utilisé le bon mot, c'est démystifier, c'est se confronter à ce que c'est qu'un agent. Nous, on a pris une décision chez nous. Tous les collaborateurs d'Accenture passeront, au-delà de leur formation habituelle, un jour par an à construire un agent, pas tout seul, parce que tout le monde n'est pas algorithmicien, mais à le faire vivre, à le faire évoluer, à comprendre comment on travaille avec lui. Il faut démystifier et se confronter à ce que c'est qu'un agent, parce que demain, les forces de travail seront hybrides, elles seront composées d'agents et d'hommes et de femmes. Comment est-ce qu'on gère ça? Ce sont tout un tas de nouveaux sujets passionnants. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on creuse un peu ces thèmes que vous avez commencé à aborder, d'impact sur le travail, d'impact social, éventuellement d'impact sur les compétences. Patrick Martin, de votre point de vue et du point de vue du MEDEF, d'abord, est-ce que vous considérez que c'est un danger pour l'emploi ou une opportunité? Quel pourrait être son impact sur le travail? Bon, je me suis déjà un peu exprimé à ce sujet. C'est d'évidence un danger si on n'identifie pas les menaces, si on ne les anticipe pas et si on ne les prévient pas. Donc si on se laisse rattraper par la patrouille, ça va être fatal. Mais il faut commencer, j'insiste là-dessus, dès la formation initiale, hein, parce qu'il y a une inertie terrible, hein, entre les compétences qu'on acquiert, à vrai dire, dès le primaire, et je reviens quand même sur les compétences notamment mathématiques, et puis le jour où vous entrez en fonction, et a fortiori où vous êtes en fonction, donc c'est par excellence le sujet sur lequel il faut de l'anticipation. Et je cite un contre-exemple en quelque sorte, hein. Une des sphères où l'implémentation de l'intelligence artificielle pourrait être la plus efficace, j'aurais tenté de dire la plus nécessaire, c'est la sphère publique. Parce qu'on sait très bien, alors ça peut ne pas plaire que je dise ça, mais enfin je le dis, on sait très bien qu'il y a des gains de productivité et des gains de qualité de service, mais j'insiste aussi sur ce point, des gains en termes d'intérêt du travail massifs dans nos fonctions publiques, l'État, la sphère sociale, beaucoup dans la sphère sociale, et puis dans les collectivités locales. Et on a quelques exemples qui sont plutôt intéressants et encourageants. Par exemple, ce qui est en train de se mettre en place chez France Travail, c'est très intéressant, y compris d'ailleurs en termes de qualité de service, de finesse des analyses, des propositions. Bon, la marche est haute, hein, pour France Travail, pour tout dire. Mais enfin, il y a une volonté, il y a des moyens qui sont mis en œuvre, et ça commence à donner des résultats très intéressants. Quand on voit ce qui a été mis en place à la DGFiP, les finances publiques, on a la preuve in concreto que quand c'est bien mis en œuvre, c'est très efficace. Donc on a un champ extraordinaire. Ça supposerait, pardon de ce propos un peu malicieux, ça supposerait que les sphères publiques, l'État lui-même, arrêtent de vouloir faire tout seul et de réinventer l'eau chaude alors qu'elle est déjà bouillante ailleurs. Merci beaucoup. Question de curiosité d'ailleurs, parce que là on s'adresse à l'organisation patronale ou la plus importante d'entre elles. En tout cas. Est-ce que vous dialoguez avec les organisations de représentants des salariés, des syndicats, sur ces sujets, qui sont des sujets lourds, hein? Je me permets d'apporter un correctif sans forfanterie. C'est pas l'une des plus importantes, c'est de loin la plus importante organisation patronale. Quand même. Denis. Oui, je l'ai évoqué aussi. Moi, j'ai souhaité que... Alors c'est un peu du jargon entre partenaires sociaux dans l'autonomie, c'est-à-dire sans interférence de la part de la puissance publique et du politique. On se penche sur un certain nombre de dossiers pour commencer le modèle productif français. Alors ça peut paraître très grandiloquent, mais ça serait déjà pas mal qu'en amont de toute autre discussion, on s'accorde sur le fait qui n'est pas un débat théorique, veut-on de la croissance, veut-on de la décroissance? Moi je suis pour la croissance, évidemment responsable, frugale, et je le dis très, très sincèrement. Et c'est dans cette réflexion globale qu'on doit loger un certain nombre de sujets, dont les effets sur l'emploi, de la digitalisation d'une manière générale, de l'intelligence artificielle en particulier, et puis parler ensemble, entre partenaires sociaux, également des opportunités que ça crée de manière extraordinaire. Je
pense que ça serait un peu plus, j'allais dire intelligent, mais ça serait présomptueux là aussi, en tout cas productif, qu'on s'intéresse à ça, plutôt que de savoir quel est le réglage en termes de semaines, de jours ou de mois qu'on devra opérer, par exemple, sur la réforme des retraites, qui est un vrai sujet en soi. C'est beaucoup plus structurant, c'est beaucoup plus porteur d'avenir qu'on travaille là-dessus. Donc, j'ai fait cette proposition aux organisations syndicales. Je pense qu'elles vont donner suite. Je ne dis pas qu'on aboutira séance tenante à des conclusions partagées, hein, mais il y a une conscience partagée, pour le coup, entre les partenaires sociaux, tous les syndicats, qu'on ne peut pas rester indifférent et enfermé dans des schémas d'ores et déjà dépassés en n'adressant pas ce sujet de l'intelligence artificielle. J'insiste sur le volume d'emploi, la qualité de l'emploi et en amont l'orientation, la formation et les reconversions. Merci beaucoup. Olivier, toujours sur ces impacts sur le travail, dans nos entreprises, dans les entreprises, quel type de réinvention du travail, de la façon dont les gens s'organisent et travaillent, ça va susciter? Et quel est le niveau d'upskilling ou reskilling qui va aller avec ça? Il faut réinventer un couple. C'est la génération AI, d'ailleurs. C'est plus la génération Z, c'est la génération AI. C'est celle qui saura travailler avec des agents de façon responsable. Et en fait, je vais partir d'un exemple parce que j'en ai croisé un hier dans l'univers de la santé. Donc, pour une medtech, des hôpitaux, vous savez, passent des commandes à des entreprises qui travaillent dans ce secteur-là pour avoir du matériel médical pour un patient ou pour une opération. Il n'y a pas de stock, ça coûte très cher, donc c'est du flux tendu. La plupart des commandes qui sortent des hôpitaux sont manuelles et on ne critique pas, c'est un autre espace-temps, l'hôpital, certainement pas mon point, et elles sont incomplètes. On a développé une IA. Ça nous a pris 4 mois pour l'entraîner sur les 150 000 références de cet acteur de la medtech pour que cette IA soit capable de compléter les commandes qui sont à l'occasion où il manque des choses pour pouvoir faire proprement une opération qui est quand même dans 2-3 semaines. Ça c'est formidable. Alors, il y a un gain de productivité parce que vous arrêtez, il y a des gens qui arrêtent de faire de l'administratif et de courir après les erreurs sur une commande qui est renvoyée, enfin je vous laisse imaginer, et ça laisse un autre espace-temps aux collaborateurs pour faire du retour vers la R&D de la medtech sur la qualité de ces produits-là. On voit bien, du coup, qu'elle est un peu mieux le travail avec l'agent. C'est ça que je trouve intéressant. La décision reste toujours du côté de l'homme. Il faut encadrer l'agent. L'agent, quand il a fait une tâche, il affiche un niveau de précision. C'est l'homme qui décide si le niveau de précision est suffisant pour que l'agent fasse la tâche tout seul. S'il n'est pas suffisant, l'humain est renvoyé dans la loupe. Donc c'est bien un couple. L'agent, il apprend. Un agent, un LLM, il apprend d'un contexte, il va grandir. Mais c'est l'homme ou la femme, en l'occurrence, qui sera responsable de ce programme, de vérifier qu'il continue à apprendre dans les clous. La gestion des exceptions, l'expertise fine, elle reste complètement du côté de l'homme. La réinvention complète de la façon dont on fait ses commandes, aussi, elle peut être liée à la planification des opérations et non plus à la commande. On peut voir les choses tout à fait différemment. Donc on voit bien que c'est un couple qu'il faut réinventer. Et par ailleurs, Patrick, vous l'avez dit, on pense toujours à productivité, parce que productivité, ce serait faire autant avec moins. Et il y a un côté anxiogène, même si la productivité, c'est très sain pour l'entreprise, puisqu'on vient tout de suite sur la question de l'emploi. Mais en fait, la première chose que cette techno nous permet, c'est de faire beaucoup mieux ce qu'on ne fait pas toujours très très bien aujourd'hui. Je dis des évidences, mais je pense que le premier usage, c'est celui-là. Et vous parliez de qualité de service. Et ensuite, pour terminer, je dirais que on vit dans une société qui est de plus en plus digitale et numérique, et on n'a jamais eu autant le sentiment d'une certaine standardisation, d'une certaine moyennite liée à cette présence du digital et du numérique un peu partout dans notre vie. Et ça crée un autre besoin. On n'a jamais eu autant besoin de créativité et d'humanité. Et voilà des débouchés, à mon avis, qui sont intéressants pour le monde de l'emploi de demain. Merci beaucoup. Je vais finir avec une dernière question qui sera la même d'ailleurs pour chacun d'entre vous. Finalement, sur ce sujet de l'IA, est-ce que la France peut être dans la cour des grands? Et qu'est-ce que ça va demander? Je pense que la France peut encore être dans la cour des grands. Nous avons une forme de génie français autour des mathématiques, autour du quantique. Moi, j'étais passionné, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, quand j'ai fait venir au MEDEF notre prix Nobel Alain Aspect,
Et on est très en flèche. Et alors, en plus, avec une chose qui est très intéressante, c'est que ça n'est jamais suffisamment le cas, mais quand même, en l'espèce, ça l'est, une convergence entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise, avec Pascal. Donc, on a les ingrédients, je dirais, de l'intelligence artificielle. Après, il faut probablement, au-delà de tout ce qu'on a évoqué les uns et les autres, sur la sensibilisation, la prise de conscience des entrepreneurs, j'insiste, à toutes les tailles d'entreprise, dans tous les secteurs d'activité, on a peut-être encore un problème de financement. Parce que c'est vrai que c'est moins tangible, l'intelligence artificielle, que des murs, que des machines, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'on a un autre très gros enjeu qui est celui de la robotisation, où la France pour le coup est très en retard, et sauf erreur de ma part, ça converge, l'IA et la robotisation. Donc voilà, on a ce qu'il faut. Mais il ne faudrait pas qu'une fois de plus, comme trop souvent c'est le cas dans notre pays, on disserte, on tergiverse, on se gratte la tête, on se crêpe le chignon, si je vais rester dans les métaphores capillaires, et il faut donner le top départ. Le président de la République est très déterminé là-dessus, et j'insiste sur un dernier point. On a un programme très déterminé à cet égard et on a des atouts pour le mettre en œuvre. On a tout ce qu'il faut également pour mettre en place des data centers de proximité souverains. Et ça se reboucle avec le nucléaire, avec toutes sortes de choses où la France, de nouveau, a des atouts assez incroyables et pour certains même uniques au monde. Merci beaucoup Olivier. Même question. Et peut-être, oui, dans ta réponse, si tu avais un conseil à donner à nos entreprises ici. Alors oui, un grand oui. Je pense que la France a tout à fait sa place. Mais j'y vois 4 conditions. On doit jouer l'Europe pour les questions de taille critique que j'ai évoquées tout à l'heure. On doit investir massivement dans la tech. Il y a une culture en Europe de l'investissement avec un retour financier. Il y a une culture en Europe de l'investissement dans la tech avec un retour financier, un peu moins avec une prise de risque sur l'innovation ou avec l'entretien de l'appareil industriel que j'évoquais tout à l'heure. Donc il faut évoluer sur sa culture d'investissement dans la tech. Mais dans tous les cas, il faut investir massivement parce qu'il y a un peu de dette technique quand même. Je pense qu'il faut penser filière industrielle également, et moins horizontalement, mais plus filière industrielle. Et enfin, il faut anticiper le sujet des compétences. Patrick l'a dit, et j'y souscris pleinement. Mais sous ces 4 conditions-là, on a tout pour réussir. Merci beaucoup Olivier et merci beaucoup Monsieur le Président pour cet échange.